Journée. Le titre de la conférence, c'est le rôle des boutiques vers une professionnalisation. Donc on a autour de la table 4 personnes. Je vais faire comme hier parce que c'est plus simple. Chacun va se présenter très rapidement. Le nom, pour qui vous travaillez, ce que vous faites. Très rapidement, on fait le tour de table, comme ça tout le monde sera présenté. Bonjour, je suis Yann Wilpot, donc secrétaire général de la FIVAP distribution, et je suis également gérant du site Vapoclop et d'un réseau de boutiques. Bonjour, je suis Audrey Le Fur, gérante de la boutique de cigarettes électroniques au Mont Vapo à Montpellier. Bonjour, je suis un petit nouveau, Jacques Lewezek, scientifique et tabacologue. Bonjour, je suis Agnès Ekpazo, gérante des boutiques Ozone, un petit réseau de Bretagne, et trésorière de la FIVAP. Bien, alors je vais passer la parole en premier au petit nouveau. Je suis désolé, il parle beaucoup, mais on a besoin de lui. Donc Jacques, est-ce que tu peux nous faire le topo assez rapidement sur toi, ton point de vue, sur ce qui est nécessaire au niveau des boutiques pour aujourd'hui qualifier un professionnel de la vape? Alors, ce qui est très important, c'est que la vape, c'est un nouveau métier. Il n'y a pas de base à l'origine. Hein. Et j'ai envie de dire, voilà, les vapoteurs à la base sont tous des fumeurs. Chaque fumeur est différent. Il n'y a pas de... comme Patricia Combe, avec qui je travaille souvent, a l'habitude de dire, le fumeur, il n'a pas de sexe. Le fumeur, il n'a pas d'origine sociale, il n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, un fumeur, ça peut être de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe et de n'importe quelle provenance professionnelle, socio-économique, etc. Les boutiques de vape, quelque part, c'est la même chose parce que la grande majorité des boutiques de vape ont quand même été ouvertes par des gens qui étaient des fumeurs, qui sont devenus vapoteurs et qui ont voulu transmettre. Donc, forcément que ces gens, ils viennent de différents horizons, mais ils n'ont pas un point commun. Ils sont pas là. C'est pas tous des gens des commerciaux, c'est pas tous des techniciens, c'est pas tous des ceci, de cela. Donc il y a un réel besoin d'une formation, et d'autant plus qu'on touche à l'humain. On touche à l'humain dans la détresse, parce que le fumeur qui veut arrêter de fumer quelque part, c'est quand même souvent une détresse, souvent beaucoup de questions, qui attend des réponses, qui a besoin d'être rassuré. Le leitmotiv que je transmets dans les formations que je fais pour les boutiques de vape, c'est voilà, rassurer le fumeur. Il rentre dans la boutique, il est mort de trouille. Donc il va falloir faire tout ce qu'il faut pour rassurer sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc oui, c'est absolument indispensable d'avoir des notions sur ce que c'est que la nicotine. Oui, on peut l'utiliser. Quels sont en gros les profils du fumeur? Quelles sont les questions qu'il faut poser au fumeur pour être sûr de le servir correctement, etc. Alors, justement, sur les questions, Audrey, toi, en boutique, il va falloir prendre le micro, parler un peu près. Toi, en boutique, quelle est la question principale, récurrente, qu'on te pose? Un fumeur rentre en boutique. Quelles vont être ses premières questions, en fait? Le fumeur qui rentre en boutique, il est assez hésitant. C'est bon, bah voilà. Continuez. Oui, donc vous voulez vous équiper d'une cigarette électronique. C'est un milieu qui est complètement inconnu pour lui. Il ne connaît pas grand-chose. Il y va avec effectivement un peu d'appréhension. Et c'est à nous, derrière, de le guider, de le prendre en charge, de lui poser les bonnes questions, etc. Et de pouvoir l'accompagner sur le démarrage de, j'espère, sa future vie de vapoteur. Mais c'est vrai qu'au départ, le fumeur, en fait, c'est vraiment aussi, il a fait déjà, lui, le premier pas de franchir la porte de notre boutique, ce qui n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis après, ça va vraiment être à nous de l'accompagner dans ce monde complètement nouveau qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il connaissait jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous donner une estimation du temps que tu passes, minimum, voire maximum, avec un fumeur qui rentre? Alors, le temps minimum, et encore, ça c'est parce que des fois, on les connaît, hein, on est des pros ici, où ils arrivent à 19h moins 5 en mode « Bonjour, je viens débuter la vape ».
Alors, je vous explique. C'est pas que je veux pas, j'ai un train. Plutôt que de vous bâcler, je ne vends jamais une clope électronique en 5 minutes en disant vous reviendrez demain. Je leur dis comptez au moins 20-25 minutes au minimum. C'est-à-dire, je me speed un peu, on va y arriver, vous captez vite, hop. Sinon, après, en moyenne, on va dire 35 bonnes minutes, 35-40 minutes. Après, ça peut aller très loin. C'est compliqué, surtout quand on passe à l'étape choix du liquide, où là, ça peut prendre un petit peu de temps parce que les personnes vont être plutôt indécises par rapport aux saveurs, par rapport au ressenti, etc. Donc voilà pour le... Alors, toi, Agnès, moi, je ressens en fait en boutique qu'il y a deux volets. Il y a le volet, je dois me rassurer, finalement, je ne connais pas du tout ce truc-là, je pose des questions. Et puis, il y a le volet purement pratique, c'est-à-dire, je vais t'expliquer comment ça marche, le matériel que je vais te proposer, parce que justement, je t'ai bien écouté. Ça se répartit comment, là? Tu passes plus de temps sur te rassurer, autant de temps que l'explication du matériel? Comment ça se répartit? En réalité, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui viennent en se disant qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais là, mais bon, et qui ont besoin d'être rassurés d'abord sur la cigarette électronique en général, c'est-à-dire que leur première question, ça va être oui, mais est-ce que c'est pas dangereux, ou alors oui, mais moi, je veux pas de nicotine. Je veux bien la cigarette électronique, mais je veux pas de nicotine, parce qu'ils n'ont pas compris que le problème ne venait pas de la nicotine. Donc il faut déjà les rassurer au sujet du produit. Et puis il y a ceux qui sont déjà convaincus d'avance, c'est-à-dire qui ont déjà fait la démarche dans leur tête de je vais passer à la cigarette électronique parce que j'ai des amis vapoteurs qui m'en ont parlé et clairement c'est moins dangereux et qu'ils le savent et qu'ils savent ce qu'il y a dans un e-liquide. Et ceux-là, effectivement, ça va être plus la partie technique. Donc ça va aller un peu plus vite, c'est ce que disait Audrey, c'est-à-dire que quand il y a les barrières psychologiques qui sont déjà franchies, ça va vraiment plus vite, mais le plus vite en question, malgré tout, le temps du choix du liquide, le temps effectivement d'expliquer comment marche le dispositif particulier que le client va choisir ou qu'on va lui conseiller, parce que généralement, c'est pas lui qui choisit, c'est plutôt le vendeur qui choisit ce avec quoi le fumeur ou le futur vapoteur va partir. Et il vaut mieux d'ailleurs que ça se passe dans ce sens-là, parce qu'on est quand même les plus à même de savoir, selon le profil du fumeur, de quoi il a réellement besoin. Et souvent, ça dépasse de loin le sentiment que cette personne avait en entrant dans la boutique. Et c'est ce sur quoi il ne faut rien lâcher, en réalité. Le rôle du vendeur est essentiel pour ça, parce que c'est à lui de lui dire mais non, il ne faut pas partir avec du 3, mais non, il ne faut pas partir avec un truc qui va faire des gros clouds, mais non, c'est pas ça l'idée. On va d'abord se débarrasser de la clope et ensuite on fera joujou. Mais l'objectif, il ne faut vraiment pas le perdre de vue. C'est on se débarrasse d'un ennemi et ensuite, si ça se passe bien et si on est content de soi et si on a envie d'évoluer vers des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolotes et qu'on a les moyens de s'amuser, parce que ça coûte un petit peu aussi, on va faire autre chose. Mais ne perdons pas de vue notre rôle à nous, qui est vraiment de faire démarrer des gens, de faire quitter la clope et ensuite on voit quoi. Donc, ça y est, je voulais te poser une question. En fait, oui, il y a différents profils, comme tu disais, Jacques. Tout le monde est différent. Mais est-ce qu'à un moment donné, on a ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est-à-dire vraiment que ce soit en type de génération, que ce soit homme, femme, est-ce qu'il y a quand même des profils dominants qui se détachent? C'est-à-dire que vous arrivez quasiment à profiler les gens, à dire cette personne-là, ça va plutôt aller par-ci, ça va plutôt par-là. Je pense aux gens âgés, par exemple, des gens qui ont un lourd tabagisme, etc. En termes de choix de matériel, est-ce qu'il y a des choses qui se détachent comme ça, vraiment, des profils? Ou alors, est-ce que vraiment tout le monde est si différent que ça? Un vendeur expérimenté va bien sentir effectivement que ça c'est tel type de personne, parce qu'effectivement il y a des types je ne sais pas si tu es d'accord Audrey, mais il y a des types de profils, effectivement on sait si telle personne il faut d'abord commencer par la rassurer, ou si telle personne, si c'est une personne qui est déjà d'un certain âge, enfin on va dire à partir de 45-50 ans et qui a un passé de 30 ans de clope, on sait que les premières bouffées, ça va être compliqué, qu'elle va tousser. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. On sait ce par quoi va passer la personne qui est en face de nous. Et on la rassure d'avance. On lui dit, je sais, attention, vous allez tousser, mais c'est pas grave.
Vous inquiétez pas, on va vapoter là ensemble pendant une demi-heure, et puis vous allez voir que dans une demi-heure, vous ne serez pas du tout dans le même état que maintenant. C'est vraiment une démarche progressive dans laquelle on accompagne le Donc, en fait, vous primo-accédant. répondez à des questions ouvertes. Les gens posent la question et vous répondez aussi à des clichés, des idées reçues. Je pense par exemple à la nicotine. Comment quel va être ton modèle de réponse? Quelqu'un qui te dit bon, bah, moi je vais faire la cigarette électronique, mais par contre sans nicotine. C'est quoi ta réponse là-dessus? Ma réponse, la première chose, c'est pourquoi? C'est une question. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi vous voulez démarrer avec du 0 mg de nicotine? Et c'est là qu'on va commencer à effectivement débâtir des vieilles croyances sur la nicotine, comme quoi c'est la nicotine qui va être toxique, c'est la nicotine qui va être cancérigène, ce qu'on entend encore beaucoup. Sur le démarrage, bon, souvent il nous est... Bon, après, je ne vous fais pas tout ce qu'on dit en boutique, mais on leur explique effectivement pourquoi la nicotine, comment ça agit, quel est en fait le fonctionnement d'une cigarette électronique sur leur corps. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand ils vont vapoter? Pourquoi la cigarette électronique peut remplacer leur cigarette de tabac? Comment ça va se faire? Donc c'est tout ça qu'on va leur expliquer. Et donc bon, souvent on en arrive à la même conclusion. On a eu une anecdote assez rigolote. On avait à la fois donc mon vendeur qui équipait un primo-accédant à la boutique, et à côté on avait quelqu'un qui avait commencé depuis très peu de temps et qui voulait déjà baisser son dosage de nicotine. Donc j'avais JP qui était en train de dire bon, je vous explique pourquoi ça me paraît un petit peu précoce à moi. Voilà, il a terminé en lui disant bon, alors du coup, vous voulez vraiment passer en 6 mg malgré tout ce que je vous ai expliqué, donc je vous mets 2 flacons de 6 mg. Ah bah non, je veux qu'un flacon. Ah bah oui, mais vous allez vapoter 2 fois plus là, donc soit je vous vends 2 flacons de 6 mg, soit je vous en donne 12. Bon, on va peut-être attendre encore un petit peu. Et à côté de ça, Valentin qui expliquait le rôle de la nicotine, etc. à quelqu'un, et la personne qui dit mais en fait, les gens qui baissent leur nicotine sont complètement cons. Et alors on était là, oh là, alors, attends. Attendez, en boutique. Mais bon, voilà, les gens comprennent assez rapidement. Mais faut-il qu'on soit là pour leur expliquer, les accompagner, qu'on ait les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire et le faire correctement, qu'il faut qu'on soit toujours attentif, nous, en tant que boutique, à accompagner ces fumeurs-là et de la manière la plus cohérente possible. Et c'est surtout ça, en fait, la question, c'est-à-dire aujourd'hui, nous, les boutiques, on doit, selon moi, être vigilants sur le matériel qu'on revend aux primo-accédants et même au rééquipement et même à tout ça. On a tendance aujourd'hui à avoir peu de matériel sur du MTL, sur des choses comme ça qui sortent. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est pas fou l'offre du marché, alors que ça représente, chez moi, en tout cas, 80% de ma clientèle. Et voilà, et j'ai tendance à beaucoup me méfier des atos à gros flux d'air, à résistance à 0,3 ohms, sur lesquels on ne peut pas mettre un mec en 12, il s'étouffe. Résultat, on le sous-dose en nicotine, il va beaucoup, puis je me dis, mais attendez, c'est quoi l'idée là? C'est que dans 15 jours, il fasse du DIY parce que de toute façon, il va c'est 15 millilitres de juice par jour. Donc c'est tout ça, en fait, je pense aussi qu'on doit voir, nous, dans notre rôle de boutique. Bon, alors j'ai fait un petit peu exprès de discuter avec Audrey et Agnès. On voit bien l'expérience qu'il y a sur le terrain. On voit il suffit de discuter et puis on peut être parti pour des heures là-dessus. Donc au niveau de la FIVAP, Yann, comment ça se canalise tout ça? Est-ce que la FIVAP a des projets autour de la professionnalisation? On a entendu parler depuis des années de labels, de programmes. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus sur ce que fait la FIVAP et si elle a des projets? Oui, effectivement. Déjà, je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. C'est très, très intéressant, puisqu'on se rend compte que jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont en contact avec les vapoteurs, avec les clients, ont développé une connaissance, des compétences qui sont empiriques. Voilà. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, qu'est-ce qui est reconnu souvent dans l'inconscient collectif? C'est le diplôme. C'est la compétence validée par une certification, par un diplôme. Quand vous faites venir, quand vous avez un problème électrique dans votre maison, vous faites venir un électricien. L'électricien, il a son diplôme. Voilà, sinon, il ne peut pas exercer. Pourquoi? Parce qu'il touche effectivement à un produit sensible au niveau de la maison. Ça peut mettre le feu, ça peut entraîner des électrocutions, etc. etc. C'est pareil dans la maçonnerie, c'est pareil dans le bâtiment, c'est pareil partout en France. Aujourd'hui, la VAP, et je rebondis sur ce que disait Jacques, la VAP est un secteur d'activité qui n'est pas reconnu, qui est sorti de la base, en fait. Ce sont des vapoteurs devenus professionnels,
qui ont développé des compétences techniques par rapport au matériel, des compétences scientifiques, industrielles par rapport au liquide, des compétences comportementales par rapport à la compréhension, la tentative de compréhension effectivement de la démarche des fumeurs. Il n'y a pas un fumeur identique. Et aujourd'hui, toutes ces connaissances, compétences indispensables pour exercer ce métier, qui est réellement un métier, doivent être reconnues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le niveau aujourd'hui de compétences des différentes boutiques, puisqu'effectivement on a de tout aujourd'hui, mais on n'a aucun repère pour pouvoir aujourd'hui évaluer véritablement, si ce n'est la satisfaction potentielle des clients. Il y a eu une expérience de 2013-2012 à 2014 qui s'appelait Forvap, qui était un organisme de formation qui avait été monté dans cette philosophie-là, c'est-à-dire essayer d'apporter aux différents shops effectivement une compétence dans les différents domaines. Dans les grandes catégories, c'est le liquide, le matériel, niveau 1, niveau 2, la santé, bien sûr, avec la nicotine, l'addiction, et puis la partie réglementaire. Cette expérience a avorté en 2014, au moment où la bulle de la vape a explosé, où on a perdu 25% des magasins, etc. etc. Effectivement, les patrons de shop à ce moment-là n'avaient plus de volonté de se former. Ils pensaient surtout à tenir le coup, business avant tout. Mais nous avons continué à travailler dans cet esprit-là. Et aujourd'hui, effectivement, on a abouti. Nous avons démarré donc l'année dernière avec l'AFNOR un groupe de travail pour travailler justement sur la professionnalisation de ce secteur d'activité dans plusieurs objectifs. Premier objectif, effectivement, essayer d'apporter de la connaissance, de la compétence à ceux qui le demandent au niveau des shops. Mais également, et ça c'est le deuxième effet qui se coule, c'est avoir une reconnaissance. Une reconnaissance au niveau du gouvernement, des services publics et également de la population, en disant attention, on n'est pas des vendeurs classiques, on ne vend pas du matériel, on n'est pas des vendeurs de marchandises. On a développé un vrai cœur de métier, et ce vrai cœur de métier, il doit être reconnu. Et je pense que cette reconnaissance va être indispensable aussi pour rassurer demain les différents fumeurs et qui vont les pousser aussi, ces fumeurs-là, qui sont encore on pourrait appeler des vaposceptiques, à franchir cette étape d'ouvrir la porte d'un shop. Et cet accord, je finis juste là-dessus, cet accord, donc, il a été quasiment validé. La seule chose qui reste à finaliser, c'est un point essentiel et central de cet accord. C'est-à-dire que toutes les boutiques qui voudront être aux normes de cet accord devront certifier toutes les personnes en contact avec la clientèle à travers un petit examen, tout simplement, qui sera annuel. Aujourd'hui, on peut dire que c'est finalisé. Voilà, donc, dans quelques semaines, quelques mois, cet accord va pouvoir s'ouvrir et toutes les boutiques qui voudront donc rejoindre cet accord, pourront bénéficier effectivement de cet outil-là. Donc clairement, c'est une norme AFNOR pour une certification AFNOR. Voilà, est-ce que tu peux préciser exactement ce que c'est? Il y a la FIVAP qui a travaillé sur le sujet, mais ça ne va pas être un label FIVAP, c'est AFNOR. Concrètement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce n'est pas une norme. Alors, si on fait la comparaison avec ce qui a été fait avec l'industrie, c'est-à-dire le matériel et le liquide, donc vous le savez, tous les fabricants se sont réunis dans un groupe de travail pour essayer de mettre à plat les bonnes pratiques dans la partie industrielle. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une norme et une véritable norme validée et reconnue par l'État. Et certains donc, des fabricants de liquides français se sont mis à cette norme. Donc il faut payer effectivement pour avoir cette norme, etc. etc. Nous avons décidé d'y aller un petit peu plus soft pour la normalisation des services. Donc il y a eu un groupe de travail et on a décidé de faire un accord. Un accord, c'est juste effectivement de bonnes pratiques, mais qui ont été faites juste en interne au sein d'une branche à travers toutes les bonnes volontés qui se sont mises autour de la table. Donc on n'a pas voulu être restrictif, on n'a pas voulu contraindre. Donc c'est quelque chose d'assez simple, mais qui rappelle effectivement à minima, ce que doivent savoir faire ou mettre en place n'importe quel shop, qu'il soit physique ou sur Internet. Et je rappelle donc que c'est un accord, donc il y aura effectivement une nécessité, puisque ça passe par une validation AFNOR et par un audit annuel, nécessité effectivement de payer une dîme annuelle pour être audité, pour entrer dans cet accord et pour renouveler l'audit tous les ans. Objectif final, bien sûr,
une normalisation, véritablement, à terme, et idéalement, normalisation adossée à une logique de certification de titre professionnel ou de diplôme. Alors, question très concrète, si c'est calé ou pas. J'ai une boutique, je décide de rentrer dans le dispositif. Comment je vais montrer ça à mes clients? Est-ce que j'affiche un diplôme dans un petit cadre sur un mur? Est-ce que j'ai une enseigne? Est-ce qu'on m'autorise à écrire quelque chose sur ma boutique pour justement me prévaloir de cette certification? C'est ça? Et deuxième question très concrète aussi, combien ça va coûter à une boutique, à la boutique et selon son nombre de salariés, etc. Est-ce que ce sont des choses qui sont calées? Et après, on posera la question à Audrey et à Agnès, ce qu'elles en pensent. Alors sur la partie financière, oui, c'est calé, me semble-t-il, mais je n'ai pas les chiffres. Je crois que c'est aux alentours de 2 500 €, il me semble. Ah non, c'est moins que ça. Oui, c'est moins que ça. En fait, je faisais partie aussi du groupe de travail sur la certification des boutiques. On devrait être plutôt, parce qu'on avait renégocié, ça c'était effectivement le premier prix, mais on avait dit que c'est pas possible. Enfin, il n'y a pas énormément de boutiques qui seront capables de sortir 2 500 € tous les ans, voire dans le meilleur des cas tous les 2 ans. Parce qu'on essaye aussi de négocier la partie répétitive de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on est certifié AFNOR une fois et pour la vie, parce qu'il y a des vendeurs qui changent, il y a la situation qui évolue, il y a une boutique qui va être revendue, etc. etc. Donc il faut quand même qu'il y ait une régularité dans le contrôle de cette certification, enfin, voilà, de la réponse à tous les critères de cette certification. Mais oui, on va faire en sorte qu'elle soit biannuelle. Et c'est de l'ordre, normalement, de moins de 1 000 €. Et il s'agit d'un audit qui devrait durer environ une journée, pendant laquelle, effectivement, tous les différents points techniques de cette certification seront checkés un à un, y compris aussi les connaissances des vendeurs, enfin, ou en tout cas du personnel en contact avec les clients. D'accord, et donc comment on affiche ça dans la boutique une fois qu'on a le alors diplôme, en ce qui concerne la signalétique, donc là ça fait 2 ans qu'on travaille dessus et on a du mal à accoucher effectivement, mais l'idée c'est qu'il y ait une reconnaissance visuelle effectivement de tous les shops qui seront accrédités, qui seront conformes à l'accord AFNOR. Donc on avait pensé à une espèce de d'enseigne, le pendant de la carotte des buralistes, hein. C'est-à-dire l'idée c'est d'avoir peut-être un V bleu, on avait pensé à un V bleu, on est encore en travail là-dessus et voilà, on attend des idées aussi, pourquoi pas hein, remonter tout ça, mais l'idée effectivement c'est que dans un premier temps il puisse y avoir, quand un vapoteur se balade dans une rue et que dans cette rue il y a plusieurs enseignes, qu'il y ait un repère, voilà, un repère qui puisse se dire là au moins j'ai un magasin de vape et cette magasin de vape est passé à travers le crible d'un minimum de vérification de conformité concernant à la fois le shop, parce qu'il n'y a pas que de la compétence, mais également la compétence des personnes que j'aurai en face de moi lorsque je vais m'adresser à eux. En fait, pour préciser ce problème d'enseigne que soulève Yann, en fait, il faut effectivement qu'il y ait une reconnaissance, mais le problème qui s'est posé à nous par rapport à cette histoire du V bleu, c'est que c'est en même temps presque, et de la carotte du buraliste, c'est presque une enseigne. Si c'est un V bleu, ce serait une enseigne qui devrait à la limite concerner toutes les boutiques de vape, qu'elles soient certifiées ou pas, parce que finalement c'est un signe de reconnaissance d'une profession et non pas d'une compétence. Presque une enseigne lumineuse avec un V bleu, c'est une profession, c'est pas une compétence. Donc on a après avoir beaucoup délibéré sur la chose et après s'être dit que effectivement c'était peut-être un peu compliqué de s'octroyer cette appartenance-là uniquement sur une norme, l'appartenance finalement d'une profession tout entière sur simplement une norme. On s'est dit que peut-être que l'alternative dans un premier temps serait de manifester la certification par l'intermédiaire par exemple d'un visuel qui serait sous forme de sticker sur la vitrine, et qui serait quelque chose de différencié de cette histoire du V bleu qui, lui, serait plus une reconnaissance globale des professionnels de la vape, certifiés ou non. Donc, en fait, le V bleu ne sera pas forcément porteur de l'image AFNOR. En revanche,
une certification AFNOR sur un sticker suffisamment d'une taille qui sera elle aussi normalisée sur une vitrine sera l'assurance pour un vapoteur d'entrer dans une boutique certifiée ou pas. Et après, je pense que c'est aussi aux certifiés AFNOR de faire valoir leur certification au niveau de leur communication personnelle. Enfin, mais il faut quand même en qu'il y ait un évitant boulot, la publicité. Certes, mais on a quand même quelques supports à l'intérieur des boutiques et sur les sites web. Non, mais c'est une vraie question. Ça, à un moment donné, il y a une certification qui existe comme ça. Est-ce que l'AFNOR peut faire une communication, une publicité là-dessus ou pas? Oui, l'AFNOR peut effectivement communiquer. De toute façon, l'AFNOR globalement communique sur toutes les normes, les accords qui sont mis en place. Moi, je crois plus. Alors, effectivement, il y a deux pans dans cette certification. Il y a le pan professionnalisation, véritablement, c'est-à-dire on se donne les moyens aujourd'hui de structurer la profession avec des validations de compétences, de connaissances, etc. Donc ça, c'est très bien pour la profession. Et après, il y a la deuxième partie, il y a la reconnaissance de nos métiers, de notre corps de métier, par les instances gouvernementales. Et là, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir, même si on n'est pas dans une norme, mais ne serait-ce qu'un accord, une certification, ça va nous permettre, ça va nous ouvrir des portes, effectivement, au niveau des instances, pour pouvoir parler maintenant d'une profession que l'on aura bordée. Voilà. Alors, je reviens vers toi, Jacques, parce que bon, je ne sais pas si tu peux nous donner une estimation du nombre de boutiques que tu as formées aujourd'hui, auxquelles tu as délivré ta formation. Est-ce que dans cette perspective aujourd'hui, tu vas continuer tes formations telles qu'elles le sont, tu vas les ajuster, tu vas rajouter au catalogue, je dirais, de ce que tu proposes, des choses qui sont très spécifiquement adressées pour les boutiques qui souhaitent monter en compétences ou revalider, vérifier simplement quelles ont les compétences pour justement, on voit le coût que ça a, donc effectivement, on ne va pas faire venir les contrôleurs, c'est comme ça que ça se passe, une certification. En général, les coûts de certification, quand on parle d'ISO, n'importe quoi, moi je le vois avec les boîtes avec qui je travaille, c'est toute la préparation, la mise en place pour faire en sorte que quand le contrôleur arrive, qu'on soit bon, quoi. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu vas un petit peu rentrer ça à ton catalogue et accompagner les boutiques pour aller vers cette certification? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Écoute, je te dirais que j'en sais rien puisque je n'étais pas au courant de cette démarche. Enfin, je savais qu'il y avait une discussion au niveau de la norme AFNOR, mais effectivement, le fait que ça devienne plus une certification, une reconnaissance, me paraît plus approprié, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Moi, après, je ne peux apporter pour l'instant que une partie de cette formation, une partie de cette qualification, celle qui me concerne moi, qui est mon domaine, qui est la nicotine, qui est l'approche du fumeur, qui est etc. Il y a des choses qui sont hors de mes compétences, je pense. Mais bon, oui, moi je pense que j'ai dû former une bonne 50aine de boutiques, voire un peu plus peut-être, y compris en Suisse, prochainement en Belgique, visiblement. Voilà, ça commence à compter. J'ai eu beaucoup de demandes là déjà depuis hier, donc, et je crois que de plus en plus, je me rends compte que oui, il y a un besoin, que les gens ont besoin. C'est un petit peu comme le fumeur qui vient se rassurer. La boutique, elle vient aussi se rassurer en venant chercher ce que je peux lui apporter pour progresser. Alors, du coup, pour être à nouveau très concret, effectivement, Jacques nous indique que lui, il a une certaine partie. Effectivement, c'est tout le discours par rapport à la nicotine, etc. Quels sont les volets exacts, le déroulé de ces certifications? Est-ce qu'il y a une notion d'accueil, des contraintes même d'espace? Quelles sont à peu près les grandes lignes de ces certifications? Alors, il y a une base en fait de l'accord qui reprend à peu près toutes les bonnes pratiques que l'on devrait retrouver dans un shop physique spécialisé, quel qu'il soit. Voilà. Donc ça, effectivement, ça passe de l'agencement de la boutique, du côté visuel, de l'accueil du client, de la propreté, etc., etc., etc. Donc là, rien de très différent par rapport à n'importe quel autre shop spécialisé. Et ensuite, par contre, il y a une dimension vraiment beaucoup plus liée à notre cœur de métier et qui relève donc de la connaissance, compétence, et vraiment
central au niveau de l'accord, donc qui se formalise sous la forme d'un questionnaire, voilà, pluriannuel, que devront passer donc toutes les personnes, tous les vendeurs ou tous les responsables service client ou service après-vente, toutes les personnes en contact avec la clientèle. Et là, c'est là qu'on va dire que le point est central. Je rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas de diplôme, hein, il n'y a pas de CAP, BEP, de bac pro ou de titre homologué pour devenir vendeur dans le domaine de la VAP. L'objectif final, il est là. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans l'accord, dans une logique de reconnaissance d'un métier qui aujourd'hui n'est pas considéré par la population en général. Donc on met en avant le fait qu'il est nécessaire de connaître, d'avoir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être bien spécifiques, bien catégorisés. Et voilà, bien catégorisés. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr le matériel, le niveau 1, le niveau 2. On va avoir le liquide, la fabrication, les différents ingrédients, PG, VG, nicotine, etc., les arômes. On va avoir la partie réglementation. Il paraît inacceptable aujourd'hui qu'une personne qui est en contact avec la clientèle ne soit pas au courant des réglementations, des directives, des ordonnances, des décrets, qui ne soient pas capables de conseiller, de donner de l'information aux clients sur l'état actuel de la réglementation. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Il y a également toute la dimension, on va dire donc santé. Donc là, c'est effectivement toute la partie que Jacques aborde en général, hein, le rapport à l'addiction. Avant de devenir vendeur dans le domaine de la VAP, il faut déjà connaître son client. Connaître son client, c'est connaître non pas toute la population, mais qu'est-ce que c'est qu'un fumeur? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que c'est que l'addiction? Aujourd'hui, il y a des vendeurs qui sont non-fumeurs, non-vapoteurs, et pourtant qui font très bien ce métier. C'est plus dur pour eux. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'empirisme. Mais demain, l'objectif, c'est de mettre à plat, effectivement, toutes ces connaissances, toutes ces compétences nécessaires. Et donc, dans l'accord, on a ce test, ce QCM pluriannuel qui devra être à jour. Et il est là, elle est là, la vraie différence. Et là où je voudrais aller un tout petit peu plus loin, c'est que ça, c'est une première étape. C'est que l'élaboration de cet outil, et là, je vais en appeler un petit peu à tous les shops, hein, qui pourraient, tous les spécialistes dans leur domaine, qui peuvent nous remonter des informations, parce que le but, c'est de créer une base de données aujourd'hui de questionnement dans tous ces domaines qui soit suffisamment large pour qu'après, de façon aléatoire, on puisse tester véritablement et statistiquement le niveau global de connaissance du candidat, et derrière, bien sûr, de pouvoir évaluer. Ça va servir à quoi? Ça va servir à certifier, bien sûr, mais ça va aussi servir, par exemple, pour des recrutements. Quelqu'un qui a besoin de recruter un nouveau vendeur, déjà, il aura un outil à sa disposition aussi pour dégrossir, pour dire, lui, c'est vrai que dans ce domaine technique, il sait faire du reconstructible, etc. Par contre, il n'a toujours rien compris à la réglementation, il s'en fout. La prise en charge du client, ce n'est pas son truc. Voilà. Et donc, on va pouvoir déterminer les forces, les faiblesses, voilà, et apporter derrière un outil de formation. Et sans la formation, c'est une réponse, globalement, c'est ce qu'il faut bien comprendre. La réponse, c'est la réponse à un problème. Il faut problématiser. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, le vrai problème, on en parle, mais voilà, les gens ne reviennent pas, ils sont mal conseillés, ils reviennent à la clope ou ils changent de shop, etc. etc. Ça, c'est un vrai problème. Nous, derrière, mettre de la formation comme ça, globalement, les chefs d'entreprise, ils ne sont pas automatiquement motivés pour ça. Par contre, si pragmatiquement, on est capable d'évaluer les forces et les faiblesses de chaque candidat, de chaque vendeur, eh bien, ça pourra justifier aussi de formations sur mesure, ciblées, adaptées, qui détermineront le niveau après, que l'on voudra obtenir au niveau de tel vendeur ou de tel responsable. Et, in fine, le but, bien sûr, c'est de mettre ça à plat pour mettre en place et pouvoir, pourquoi pas, demain, recruter en alternance son futur vendeur ou son futur responsable de service, avec une reconnaissance, cette fois-ci, avec un titre professionnel, par exemple, ou... Aller travailler carrément avec les écoles pour former des gens. Absolument. Okay. Alors, une dernière question concrète, puis après, on laissera la parole au public s'il y a des questions. Des dates Oui, justement, c'est pour ça que je prenais le micro. Je sentais venir cette question. En fait, pour ce qui est de la certification, on espère vraiment à la FIVAP réussir à aboutir le dossier en 2018. Alors, je dis on espère parce que des fois, il y a des longueurs totalement imprévisibles qui sont dues aussi à la procédure même de l'AFNOR, pas seulement à nos lenteurs à nous.
et aussi au fait qu'on a besoin absolument d'abonder cette base de données dont on parlait tout à l'heure avec des questions. Il nous faudrait une base de 1500 questions pour commencer à sérieusement parler d'un QCM aléatoire. Ces questions qui feront partie donc du test, on demande réellement à tous les shops de ne pas hésiter à nous en envoyer sur contact@fivap.org, de nous envoyer des types de questions qu'ils jugent qu'il serait opportun auxquelles un vendeur devrait être capable de répondre en boutique. Nous, à réception de ces questions, on va les charger dans l'outil qu'on a créé spécifiquement pour l'élaboration de ce QCM. Et on va les pondérer. On va déjà les répartir selon les catégories, matériel, connaissances techniques, connaissances des liquides, connaissances d'ordre général, etc., de santé et tout ça. Et on va les pondérer, on leur mettra un coefficient selon la difficulté de la question, ce qui permettra d'affiner aussi la qualité du test qui sera passé. Parce que il y a des questions très simples et très basiques auxquelles vraiment, normalement, il doit y avoir 100% de réponses justes. Et il y a des questions qui sont beaucoup plus pièges, etc., ou beaucoup plus spécifiques et qui mériteront donc un coefficient peut-être supérieur, etc. Donc ça, mais on a besoin de la matière. On a besoin de nourrir cet outil qu'on est en train de créer. Donc vraiment, si vous avez des idées de questions, tous, que vous soyez propriétaire ou simplement vendeur dans un shop, n'hésitez pas à envoyer sur contact@fivap.org toutes les séries de questions qui vous passent par la tête. On les prendra en compte et on s'en servira. Donc jusqu'à quand on peut envoyer ces questions ? Vous pouvez là les envoyer jusqu'à la fin de l'année sans aucun problème. Jusqu'à fin 2017, on prendra en compte. Et même après, de toute façon, puisque... Ça alimentera l'outil de toute façon. Voilà, de toute façon, l'outil est amené pour pas que ce QCM soit répétitif et que d'une année sur l'autre, on se retrouve avec les mêmes questions. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Et juste pour terminer, monsieur, donc ça, c'est pour la partie certification. Et viendra ensuite, derrière, à partir de 2019, pour ce qui concerne la FIVAP, ce gros chantier de la formation qu'on commence à amorcer en 2018, mais sur lequel, pour les dates, on ne pourra s'avancer qu'à partir de 2019. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste, on a envoyé en fait avant l'été un petit mailing, tout simplement déjà à tous les adhérents FIVAP pour les solliciter. Dans ce domaine-là, effectivement, c'est ouvert. Là, il n'y a pas que des adhérents FIVAP, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est un outil qui demain, donc qui fait partie de l'accord, mais qui pourra, pourquoi pas, être utilisé, je l'ai dit, dans le recrutement, dans l'évaluation, dans les entretiens individuels, entretiens annuels, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est que la VAP a toujours été dans un état d'esprit collaboratif et communautaire, à la fois les vapoteurs, les distributeurs, les fabricants, etc. Et cette démarche de certification et de formation, elle doit être également dans cette logique collaborative. Donc on demande vraiment, alors bien sûr ça sera passé au crible derrière, il n'y a pas de mauvaises questions, il faut... n'hésitez pas. J'ai eu une question hier, quelqu'un qui m'a dit « Ah ben non, je n'ai pas répondu parce que pour moi, tout ce que je sais, tout le monde le sait déjà. » Mais pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, posez des questions qui sont le B à bas de vos métiers. Vous avez dans la tête, dans le guidon tous les jours, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous ne vous rendez pas bien compte de la compétence et de la connaissance que vous avez déjà acquis. Et tout ça, on en a vraiment besoin. Même les questions les plus simples. Voilà. Donc n'hésitez pas à abonder. Et aujourd'hui, demain, même quand l'outil sera lancé, on aura besoin de récurrence. Et de toute façon, ce métier, vous le savez, il évolue en temps réel, tout le temps. Donc on aura toujours besoin de matière. Quand on se sera doté d'une dizaine de personnes dans un service formation, on sera complètement autonome. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de vous pour initier tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Une question par ici. Moi, je vais me balader avec le micro. Merci Patrick Favrel. Alors, quand on parle de DAFNOR et quand on parle de certification, on ne parle pas de contrôleur, on parle d'auditeur. C'est déjà un premier point qui me semble vraiment fondamental à prendre en compte. Après, j'ai deux remarques. La première, c'est qu'est-ce qui fait en fait que la FIVAP ne s'est pas dirigée vers une formation qualifiante, ce
qui était totalement possible, alors que vous vous retrouvez finalement, en fait, attends, j'ai une autre question derrière. Hein. Vous vous trouvez ligoté avec l'AFNOR et ça ne me semble pas être forcément le meilleur coup. Le deuxième point, qui, moi, me semblerait intéressant, au-delà, effectivement, de remontée de questions, on est dans une démarche qualité. C'est de ça dont il est question. On n'en a rien à foutre du macaron. Au bout du compte, c'est les gens qui vont venir dans le store qui vont être satisfaits ou non satisfaits. Et ici, moi, je recommande un truc qui est qu'au niveau des stores, il y ait en fait un questionnaire de satisfaction. Et ce qui est intéressant au niveau des patrons, c'est quoi? C'est je peux en fait mobiliser mes questionnaires de satisfaction sur du primo vapoteur, et auquel cas je vais avoir toute une série de réponses. Dans un premier temps, je veux écarter tous les potes finalement qui viennent dans le store depuis X temps. Bon, je vais pouvoir en fait cibler le truc. Ça va me permettre ensuite de travailler sur une évaluation de l'équipe et de bosser en fait sur des réunions d'équipe qui sont vraiment intéressantes, et y compris bien sûr, puisque bon, il y a la FIVAP et on est quand même sur un truc de centralisation, c'est que les stores puissent remonter en fait ces évaluations. Réponds Yann. Oui, alors c'est une très bonne démarche, effectivement, puisqu'on renvoie aux consommateurs, aux vapoteurs, entre guillemets, la responsabilité, effectivement, de donner son avis. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Déjà, on ne peut pas imposer à un client de remplir un questionnaire. C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de shops qui sont dans le rush toute la journée, en tout cas à certains moments. Donc ça, déjà, c'est compliqué. C'est compliqué de le mettre en place. Donc ça en appelle aux bonnes volontés des consommateurs. Après, est-ce que c'est vraiment partial? Je suis pas tout à fait sûr. Vous pouvez avoir comment dire, comme dans tous les shops, comme dans tous les commerces, hein, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas automatiquement les qualifications, les connaissances, les compétences, mais par contre qui sont très, très agréables, très, très ouvertes, etc. Et la satisfaction va être globalement 5 sur 5, oui c'est super, c'est mon shop. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Et oui, ça dépend du questionnaire, mais je pense que pour structurer une enquête de satisfaction, effectivement, c'est très important. C'est un indicateur pour le chef d'entreprise. C'est un indicateur même pour les vendeurs. Etc. Ça, c'est très, très bon. Mais derrière cet indicateur, la satisfaction, elle est essentiellement liée au business, au commerce. Nous, c'est pas ça qu'on veut évaluer. Ce qu'on veut évaluer, c'est véritablement la connaissance, la compétence dans une logique de diplôme, de professionnalisation et pourquoi pas qualifiante demain. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, il nous semblait intéressant. Alors, pourquoi on n'est pas parti dans de la qualification, de la professionnalisation reconnue ministère du Travail ou reconnue par l'Éducation nationale? Parce qu'aujourd'hui, mettre en place ce type de formation, en gros, en résumé, hein, c'est un organisme de formation prend la responsabilité de créer un diplôme, en tout cas un programme, un contenu. Il le met en place, il réunit, il forme pendant 3 ans suffisamment de candidats pour que cette formation puisse être légitime au niveau du bassin d'emploi et que le ministère du Travail puisse... C'est comme ça que ça se passe, j'ai passé 25 ans dans la formation. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça parce que, vous le savez très bien, on a beaucoup de mal en tant que représentants, nous, de cette branche, à se faire entendre. Nous avons essayé à multiples reprises, avec l'ancien gouvernement, de rencontrer Madame El Khomri, justement pour court-circuiter un petit peu ces 3 ans de mise en place de diplômes, parce que il faut des entreprises, il faut qui jouent le jeu, il faut un contenu, il faut un organisme de formation qui tient la route. Et aujourd'hui, nous l'avons tenté et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on part du principe qu'il faut faire quelque chose. Donc on est parti avec l'AFNOR avec un accord parce qu'au moins ça permet d'avoir un accord qui n'est pas juste un accord entre nous, mais qui est un accord à minima reconnu, avec derrière une petite estampille reconnue par l'État, et enfin en tout cas par un organisme affilié à l'État. Et bien sûr, ça va nous permettre d'initier une professionnalisation, une certification, et en parallèle, la mise en place de formations donc certifiantes, diplômantes, mais reconnues ministère du Travail ou reconnues Éducation nationale.
Aujourd'hui, on va s'appuyer. L'idée, c'est que effectivement, c'est pas la FIVAP qui va. On est initiateur, peut-être coordinateur, mais on ne va pas pouvoir tout faire. Nous ne sommes pas centre de formation aujourd'hui, agréé, etc. Ce n'est pas ça. Donc il faut qu'on s'appuie effectivement avec la communauté, avec les professionnels. Certains ne nous ont pas attendus, ont déjà travaillé dans leur réseau, surtout les réseaux qui ont plus de 20-25 boutiques. Bien sûr, il faut de la formation. Et l'idée, effectivement, nous, à la FIVAP, c'est d'essayer de coordonner tout ça, d'essayer de récupérer les bonnes idées, les choses déjà mises en place, et de les faire valider. Et une fois qu'on aura réussi, qu'on aura transformé cet essai, au-delà de la montée en puissance de chaque shop à travers cette prise de conscience de la nécessité de se rendre compétent et d'acquérir certains niveaux de connaissances, eh bien, on aura ce niveau de reconnaissance que nous attendons, voilà, en tant que branche professionnelle à part entière, avec des métiers à part entière. Et je rajouterais juste à ce que dit Yann et ce avec quoi je suis entièrement d'accord. Je rajouterais juste qu'une enquête de satisfaction en boutique repose énormément sur l'affect. On s'entend bien avec les gens qui travaillent en boutique. On n'a pas envie de leur faire du mal en disant ben non, ça va pas ou ça va pas. Il y a cette partie-là. Et en tout cas, c'est une partie qui n'est pas suffisamment neutre pour qu'on s'en serve comme base pour définir si la qualité de connaissance des vendeurs qui sont est suffisante. Moi, on a des gens en boutique qui viennent, mais vous avez sans doute le cas aussi, qui arrivent avec du matériel qui normalement ne devrait pas être destiné aux primo, avec des résistances beaucoup trop basses, de la nicotine beaucoup trop sous-dosée. Oui, mais j'ai acheté ça dans un shop très sympa, le vendeur était super, il m'a vraiment conseillé ça. Bon, le problème, c'est que je continue à fumer à côté, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Ils étaient super contents. Ils auraient rempli un questionnaire de satisfaction dans ce premier shop en disant « ouais, c'est super », sur le coup, quoi. Bon, après, quand on leur explique effectivement que y a un petit problème, que là, il va falloir qu'ils ajoutent 2-3 bricoles et puis qu'éventuellement, ils changent de matos. Bon, là, c'est sûr que s'ils retournaient dans le premier shop où ils ont trouvé les gens super sympas, ils changeraient peut-être le questionnaire, mais trop tard. Le questionnaire, il est déjà fait, il est déjà validé. Donc c'est ça. On ne peut pas se permettre de baser une pseudo-qualification, enfin un début de qualification quand même, de manière sérieuse. On ne peut pas se permettre de le faire que sur un ressenti. Le ressenti fait partie de la partie accueil client, etc. Mais sur les compétences techniques, on ne peut pas demander à un primo-accédant de se prononcer sur les compétences techniques d'un vendeur. Un primo-accédant ne connaît rien à la VAP et ne peut pas prétendre savoir si ce vendeur-là est calé ou pas. Le cas échéant, l'un n'empêche pas l'autre. De toute façon, il peut y avoir de toute façon des démarches. C'est ce que disait Yann, c'est que c'était très bien aussi de faire ça, mais en parallèle. C'est-à-dire que ça ne peut pas servir à qualifier un vendeur. Ouais. Alors ça y est, on a débordé, mais on peut se consacrer encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Je n'ai pas entendu qu'on ait abordé l'aspect des shops en ligne. Ou alors ça a passé à côté de mes oreilles, mais... Alors, effectivement, là, ça a été épique aussi. Quand on a mis en place en fait, ce groupe de travail sur cet accord, au départ, seuls étaient concernés les shops physiques. Donc, le groupe de travail a été initié de cette manière-là. Assez rapidement, donc j'ai fait partie de ce groupe et j'ai les deux. Moi, j'ai un shop en ligne et des boutiques. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vite intégrer les shops en ligne qui, aujourd'hui, drainent quand même une grosse partie du marché, sont la partie visible de l'iceberg en plus. Et donc, on ne pouvait pas se permettre effectivement de ne former que les vendeurs en shop physique et pas les responsables, services clients, SAV, sur les shops physiques, sur les shops en ligne. Donc, on a créé un groupe de travail, les shops en ligne. Alors là, s'il y en a qui m'écoutent, je les remercie parce que certains ne sont même pas adhérents à la FIVAP et se sont déplacés quand même. Donc, il y a vraiment une prise de conscience générale de cette nécessité. Et très rapidement, on s'est rendu compte en fait, que c'était quasiment la même chose, à 2-3 détails près. Donc, aujourd'hui, l'accord intègre en fait, à la fois les shops physiques et les shops en ligne. Globalement, on est à peu près sur les mêmes grilles de fonctionnement, en tout cas
par rapport à ce qui concerne la connaissance et la compétence. Par contre, tout ce qui concerne effectivement, la propreté du shop, etc., les contraintes sont un petit peu différentes, hein, mais sinon, en tout cas, pour ce qui est le cœur de métier, on est sur les mêmes abacs. Et ça inclut le service après-vente aussi, enfin des choses comme ça, qui de toute façon sont valables aussi bien en shop que sur le net. Du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, merci d'avoir assisté à cette... Une autre question? Allez, deuxième question. Éventuellement, elle est toute courte. Tout à l'heure, Agnès a parlé d'éventuellement 1 000 € pour... Moins de 1 000 €. On fait en sorte que ce soit moins de 1 000 €. On parle de 1 000 € par shop ou par personne? Par shop. Par shop. Quel que soit le nombre de vendeurs dans ce shop. Et quel que soit son chiffre d'affaires, malheureusement. Ça ne peut pas tenir compte du chiffre d'affaires. Il y a des très gros shops et il y a des tout petits shops. Mais là, c'est une facturation du déplacement de l'audit et de sa journée de travail, quoi. Merci à tous les quatre pour cette table ronde. Merci au public d'y avoir assisté. Et puis voilà, merci. Prochaine conférence à 13h45 que j'animerai aussi sur les... Alors le titre, c'est Marketing des e-liquides, séduire les jeunes, les adultes. Bah voilà, c'est écrit. À tout à l'heure.